السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الجمع الكريم، في هذه الظهيرة المعطرة بالياسمين. نرحب بكم بقلوب مفعمة بالحب، فمشاركة المعرفة تجمعنا في السبيل للارتقاء ولنتعلم من بعضنا البعض. ففي كل حوار وكل نقاش تزدهر أفكارنا وتتسع آفاقنا بلا انتهاء. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue et je vous dis merci d'avoir répondu présent à cet événement exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il arrive à un moment où le Maroc s'inscrit dans une trajectoire pleine de réussite, mais également une trajectoire qui est également pleine d'ambition. À l'image de notre équipe nationale qui a remporté hier avec brio son premier match de la CAN, une équipe nationale dont nous sommes fiers et que nous allons encourager pour aller encore plus loin, pour porter très haut les couleurs du Maroc. Et oui, le Maroc, aujourd'hui, a des sérieuses ambitions pour accélérer le développement de son économie, pour prendre encore plus de parts de marché au niveau de l'Afrique et pour booster son image à l'international. Et pour cela, il a entamé plusieurs réformes, plusieurs chantiers, notamment le chantier de la conformité légale. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Oui, on va parler de la conformité légale, on va parler des délais de paiement, notamment de la dernière loi, la 69-21. Cette loi qui a vu le jour en juillet dernier et qui a suscité beaucoup d'intérêt. Elle a pris de court beaucoup de dirigeants. Elle a créé beaucoup de polémiques. Et puis, elle a surtout nourri beaucoup d'espoir. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a laissé personne indifférent parce qu'elle va avoir un impact. Elle a déjà, et elle va avoir un impact très profond sur la façon avec laquelle nous faisons du business au quotidien. C'est pour cette raison-là que nous avons souhaité parler également de la place du digital. Comment les outils numériques peuvent justement faciliter l'adoption de ce type de réforme et faire en sorte que les défis et les contraintes soient transformés en opportunités. Les sujets qu'on souhaite aborder aujourd'hui ne concernent pas uniquement la petite entreprise, ne concernent pas uniquement les grandes entreprises qui sont tous ici représentés, mais concernent également leurs partenaires, les administrations publiques, les banques, les assurances, les experts comptables, les cabinets de conseil, les intégrateurs de solutions de gestion. Bref, tout l'écosystème du tissu économique est présent aujourd'hui pour justement apporter des éclairages sur l'ensemble des questions qu'on se pose autour de cette loi. C'est pour ce faire qu'on vous propose le programme suivant, dans lequel on va essayer dans un premier temps, à travers un panel où nous avons invité des experts qui vont nous apporter des éclairages, et puis quel est son impact aujourd'hui à court terme, à moyen et long terme, quels sont les risques et les opportunités que représente cette loi, et puis dans quelle perspective nous pouvons nous inscrire pour faire en sorte que ça soit une réussite. Ensuite, nous allons enchaîner avec des ateliers thématiques. Le premier étant la continuité de ce premier panel qui va adresser comment on peut, pratiquement parlant, adopter le digital et les outils numériques à travers une gamme de solutions pour faire en sorte que cette réforme, finalement, soit une opportunité et une occasion pour revoir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise et faire en sorte qu'on puisse développer notre productivité et augmenter notre compétitivité. Ensuite, nous aurons un atelier sur la partie paie et ressources humaines pour dématérialiser justement les processus RH, parce qu'on sait que ce type de transformation, eh bien, au centre, il y a le capital humain. Il y a une conduite de changement à opérer. Et là encore, le digital peut être un accélérateur dans ce sens. Un troisième atelier, l'atelier CMJ,
qui veut dire chez Sage, dans le jargon Sage, Customer Migration Journey, qui s'adresse aux clients qui aujourd'hui utilisent Sage 100, la solution la plus répandue sur le marché marocain, et qui connaissent une croissance très forte et qui du coup ont besoin de répondre à un certain nombre de questions pour trouver des solutions qui vont accompagner cette croissance, notamment avec Sage FRP 1000 et Sage X3. Et le dernier atelier, qui est un atelier qui va réunir les banques de la place avec les experts métiers Sage pour apporter des réponses en matière de communication de données sécurisées entre les banques et les entreprises marocaines. Et au final, nous allons finir par un moment de détente à travers un cocktail et puis une tombola pour les plus chanceux d'entre nous. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous avons concocté un après-midi qui promet d'être riche en enseignements, en partage, en informations. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à profiter pleinement de chaque instant. Échangez, instruisez-vous, ouvrez-vous sur d'autres perspectives, inspirez-vous et soyez inspirés. Élargissez votre réseau de contacts. Nous aurons l'occasion, tous ensemble, de construire un demain beaucoup plus connecté, avec des partenaires, avec une meilleure synergie. Un cher ami répétait toujours que le meilleur ami de merci, c'est beaucoup. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir répondu présent. Je vous souhaite un agréable après-midi inspirant. Et sans plus tarder, je passe la parole à Sir Rachid Hallaoui, que j'invite à monter avec moi sur scène sous vos applaudissements. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous, à Abdallah Marrakchi. Je pense qu'il mérite les applaudissements parce qu'il a fait un speech où il a planté le décor de cet événement. Donc, c'est assez intéressant. Donc, moi, j'ai la charge et la responsabilité et en même temps le privilège d'animer donc cette table ronde, ce panel qui a pour thème loi 69-21 sur les délais de paiement à l'ère de la transition numérique, une synergie gagnante. Donc, sans plus tarder, parce qu'on va essayer de mettre du rythme à la fois aussi sur le lancement et à la fois sur le contenu et le pilotage de ce panel. Je vais demander sans plus tarder à Leïla Andaloussi, sous vos applaudissements, experte comptable et DG de AB Consulting, de venir me rejoindre. Abdallah Marrakchi, qui n'est pas très loin, voilà, également, qui va avoir droit à de nouveaux applaudissements, de venir également me rejoindre. Salim Raïs, directeur administratif et financier de CFG Bank, sous vos applaudissements également. Saoussan Benzidia, directeur pôle support Casa Transport, merci à vous. Et également Aïcha Metsin Alaoui, CEO de Alliance Trade Euler Hermès, spécialiste dans l'assurance crédit entreprise. Il n'y a aucune contrainte à la matière. Donc on va démarrer tout de suite peut-être avec vous, Leïla Andaloussi, je disais experte comptable DG AB Consulting sur le contexte général de cette loi, cette nouvelle loi qui est venue compléter une loi précédente sur les délais de paiement. Un mot là-dessus, et puis peut-être aussi pour ça a été fait comment et pourquoi. Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement Sage pour son invitation et le féliciter pour cet événement exceptionnel, comme ça a été dit par M. Marrakchi. Et c'est un honneur de partager ce panel avec des experts dans le domaine de renom. Le sujet des délais de paiement. La problématique des délais de paiement est une problématique récurrente, cruciale, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui avait déjà fait l'objet de textes. Donc la loi qui vient d'être promulguée, la loi 69-21, est une loi récente, mais préalablement, il y avait d'autres textes, d'autres moutures. La première étant la loi 35-15, qui avait été adoptée en 2011, mais qui n'a pas produit les effets escomptés. Est-ce qu'on sait pourquoi aujourd'hui les effets escomptés par cette loi 15-95 Oui, n'a pas... on sait pourquoi. Parce que la sanction n'était pas suffisamment dissuasive. C'est toujours le même problème. Il y avait une problématique aussi de déploiement de cette loi, parce qu'elle prévoyait une sanction qui devait être réglée par le client, mais il n'y avait aucune contrainte qui obligeait le client, en cas de dépassement de délai, à payer cette sanction. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc elle a été aussi critiquée parce qu'elle ne concernait pas les établissements publics et les entreprises publiques, qui étaient pour beaucoup de choses dans ces allongements de délai de paiement. Donc elle a été étendue
à tous les établissements et entreprises qui faisaient des transactions commerciales. Et en 2016, donc une nouvelle loi est venue, c'est la loi 45-15, et qui a essayé de régler ces problèmes. Mais encore une fois, elle n'a pas été jusqu'au bout, et l'hémorragie des délais de paiement est restée une problématique cruciale, alarmante, et qui a entraîné tellement de défaillances au niveau des entreprises que finalement, la loi 69-21 a été promulguée et entrée en application l'année dernière. Donc cette loi, en fait, c'est une version améliorée de ces textes précédents, mais en réalité, c'est une refonte totale de ces textes, parce qu'à part l'article 5, qui institue l'Observatoire des paiements, un observatoire qui a fait de l'excellent travail, qui a produit des statistiques, qui nous a donné un certain nombre d'informations. Tous les articles de la loi précédente ont été changés. Donc, à commencer par le champ d'application. Donc, aujourd'hui, cette loi régit les transactions entre les parties qui doivent réaliser des transactions commerciales. Il faudrait, de droit privé ou public, des personnes physiques ou des personnes morales, ça a été précisé, et il faudrait qu'ils aient leur domicile fiscal au Maroc, qu'ils aient une adresse au Maroc. Elle ne concerne plus tout le tissu d'entreprise. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent de 2 millions de dirhams en sont exclus. Elle a modifié les délais de paiement, qui étaient le délai réglementaire, plutôt le délai conventionnel, qui était de 90 jours, a été allongé à 120 jours. Celui de 60 jours, lorsque les parties ne passent pas par une convention, est resté le même. Et il est prévu également un délai exceptionnel de 180 jours dans des secteurs d'activité, mais ça reste une exception. On attend un décret d'application. Alors, en termes de sanctions, et ça, il y a deux choses importantes à dire, c'est que cette nouvelle loi a introduit l'obligation de déclarer trimestriellement ou annuellement, cela dépend de la taille d'entreprise, on pourra en parler tout à l'heure, les retards de paiement sur ces factures, et a astreint l'entreprise à, disons, une pénalité qui n'est plus payée aux clients, mais qui est payée au trésor public. Avant, on avait un taux d'intérêt sur les créances qui n'étaient pas perçues, qui étaient de l'ordre, dans le minimum devait être le taux directeur de la Banque du Maroc, auquel chaque année le ministère des Finances fixait un taux supplémentaire. Aujourd'hui, le taux qui doit s'appliquer aux créances qui n'ont pas été réglées à temps est le taux directeur de la Banque du Maroc, qui va s'appliquer pour le premier mois de retard, avec une sanction supplémentaire de 0,8% pour chaque mois supplémentaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant, le client pouvait ne pas régler, et après une année, une fois qu'il a réglé le principal de sa créance, il y avait prescription. Il n'y avait aucune sanction. Aujourd'hui, au niveau de la déclaration, le paiement doit se faire spontanément. Il y a cette sanction pour non-délai de paiement. Il y a une autre sanction qui est prévue pour non-dépôt de déclaration dans les délais. Et il y a une troisième sanction qui est prévue de 5 000 dirhams pour chaque facture qui a été omise ou qui ne concorde pas avec les éléments essentiels. Et on reviendra effectivement avec vous, entre autres, dans les détails. Peut-être Salim Reis, le directeur administratif et financier de CFG Bank, après la rétro-prospective dynamique que vient de faire Leïla Andalousi, ça change quoi? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en tant que directeur administratif et financier, c'est un nouveau cadre juridique qui est beaucoup plus clair, qui va effectivement apporter une réponse très concrète à cet allongement à rallonge des délais de paiement? Effectivement, tout d'abord, merci à Sage pour cette invitation et merci à vous tous d'être là. Alors cette loi, effectivement, on en a parlé, on a parlé des délais de paiement, il y a eu beaucoup de littérature qui est sortie dessus et je pense que tout le monde aujourd'hui est averti. Mais qu'est-ce que cela implique? Effectivement, il y a un cadre juridique qui est plus clair, il y a un cadre légal également qui est plus clair. En tant que directeur financier, effectivement, on peut s'attendre, on peut croire que cette loi est une contrainte, mais
oui, il y a une contrainte qui est la sanction, il y a une contrainte qui est la déclaration, mais il faut voir aussi qu'est-ce que cela implique. Qu'est-ce que cela implique pour les entreprises? Ça implique une meilleure organisation, ça implique une meilleure discipline. Les retards de paiement sont l'une des premières causes de mortalité des entreprises. Et aujourd'hui, les délais de paiement sont utilisés par la PME ou par la TPME comme un moyen de gestion de trésorerie à moyen terme. Donc, il y a certaines entreprises qui sont en train de jouer le rôle de banque pour financer, or ce n'est pas leur rôle. Et donc en fait, la sanction qui est là et le cadre juridique qui est un peu plus clair aujourd'hui va pousser les entreprises à mieux s'organiser. Mieux s'organiser pour payer à temps, mais pour cela, il faut des process qui soient implémentés en amont pour la réception des factures, pour digitaliser un peu, et on va en parler tout à l'heure avec des outils qui doivent être mis en place pour améliorer tout le process de paiement pour les entreprises. Et je pense que cette loi, au-delà des contraintes, doit apporter des changements à tous les maillons de la chaîne, parce que chaque client est fournisseur d'un autre. Et au final, si on cumule les retards, c'est toujours le plus petit qui va trinquer ou qui va payer. C'est également peut-être au secteur financier et aux banques d'accompagner également ce changement, parce que ça va améliorer un peu le cadre juridique. Donc on aura une confiance qui sera un peu plus accrue dans la PME aujourd'hui, parce que in fine, peut-être c'est elle qui subit le plus le mal de ces délais qui étaient à rallonge. Donc c'est elle qui en pâtissait le plus, et c'est peut-être aussi aux grandes entreprises d'améliorer et d'accélérer aussi leur process pour payer à temps et pour que en fait, l'environnement économique global s'améliore. Alors, est-ce que la contrainte, justement, va faire que ça va s'améliorer? C'est tout ce qu'on espère aujourd'hui. Généralement, par la contrainte, c'est un levier assez efficace. Exactement. Seulement, juste une dernière question, Salim Raïs, avant de faire réagir Abdel Malakchi et également les autres panélistes. Est-ce que le secteur bancaire, et votre banque en particulier, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous voyez avec vos clients une modification de comportement, j'ai envie de dire, depuis la mise en route de ce nouveau cadre juridique et de cette nouvelle loi? Alors, est-ce qu'on avait un changement avec nos clients? Chez nous, honnêtement, nous, on est une petite banque à taille humaine qui est en train de croître, mais je pense que c'est plus aux banques systémiques aujourd'hui d'accompagner ce changement-là. Forcément, il va y avoir un changement de la part de la clientèle. Le secteur bancaire doit accompagner à travers des produits à mettre en place. On en parlait tout à l'heure avec les panels. Quels sont ces produits? Il faudra les définir. Il y a des produits qui existent de type factoring qui ne sont peut-être pas adaptés, mais qu'il faut adapter. On en parlait avec Saoussane tout à l'heure du confirming que font certaines banques et qui est très répandu en Espagne. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Tout est une question aussi de risque pour la banque, parce qu'on va prendre le risque au nom du client et au nom du fournisseur. Donc je pense que cette loi-là et ces contraintes-là vont aussi ouvrir le débat sur de nouveaux produits, vont aussi pousser les banques et les acteurs financiers et les acteurs économiques à penser de nouveaux produits à destination des entreprises, à destination de la PME, et améliorer le cadre de confiance, parce que finalement c'est une histoire de confiance. Donc si la confiance est rompue comme elle l'est aujourd'hui entre peut-être les grandes banques et la PME, parce que la petite entreprise est celle qui pâtit le moins du financement bancaire de par son profil de risque qui est accru, espérons que cette nouvelle loi va faire que tout le monde va s'organiser en conséquence pour qu'il n'y ait plus de retard et pour que les plus petits puissent recouvrer leurs créances à temps et qu'eux aussi puissent payer leurs salariés et leurs fournisseurs à temps. Et ça va redonner un climat de confiance dans toute l'économie marocaine, on l'espère. Hicham Selaoui, justement, on va continuer avec le monde de l'entreprise, CEO Alliance Trade, Euler Hermès. Lui, vous êtes dans l'assurance crédit, vous êtes en contact permanent aussi avec le monde et l'écosystème de l'entreprise, un sujet aussi que vous connaissez très bien, auquel vous êtes confrontés tous les jours. Donc cette nouvelle loi, est-ce que les amendes, cette fois-ci, ce que disait un peu Leïla Andalousi, entre autres, ça a un vrai
effet dissuasif? Est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère avec ce nouveau cadre juridique? Moi, je pense qu'il faut clarifier un propos liminaire très important pour pouvoir apporter un élément de réponse totalement factuel et concret à la question. Parce qu'il y a plusieurs Maroc, économiquement parlant, dans un Maroc global. Lorsque nous parlons d'une grande entreprise au Maroc a un DSO ou un délai client de l'ordre de 2 à 3 mois, pour simplifier. Une plus petite entreprise aura un délai moyen de 4 à 6 mois, et une très petite entreprise aura un délai de recouvrement de ses créances qui va flirter avec l'année. Ce seront entre 9 et 12 mois selon les secteurs d'activité. Alors, pour moi, cette loi apporte clairement des solutions, mais n'apporte pas la solution. Parce que lorsqu'on parle de certaines pratiques potentiellement jugées abusives de la part de grandes structures, on se dit, des grandes structures, parfois, selon un peu le fantasme populaire, auront tendance et vocation à laisser pourrir, pour parler trivialement, quelques parapheurs de paiement à destination des petites structures, ça je parle de manière volontairement un peu caricaturale. Je pense que l'esprit de cette loi va clairement favoriser l'accélération du rythme de décaissement en provenance des grandes entreprises vers les plus petites entreprises. Et donc, il y aura un transvasement très salutaire et très louable de trésorerie entre les gros vers les moyens et vers les petits. Qu'on ne dise plus que les grosses entreprises se font beaucoup d'argent, recouvrent correctement parce qu'elles ont un pouvoir de négociation fort, mais lorsqu'il s'agit de payer des sous-traitants ou d'autres prestataires, ça va prendre le temps que ça prendra. Et en plus, nous parlons de grandes structures qui ont supposément des directions audit internes, des comités d'audit, des directions financières suffisamment pourvues pour pouvoir suivre le rythme. Donc, sur ce pan économique du Maroc, je pense que la solution apportée par la loi est particulièrement pragmatique. Parce qu'elle ne met pas en porte-à-faux un client avec son fournisseur, parce qu'il n'est pas question de facturer des accessoires alors que je n'ai même pas récupéré ou recouvré mon principal. Et ça va m'inciter, moi, grande entreprise, à payer un peu mieux des plus petites entreprises qui ont le plaisir mutuel, j'imagine, de faire commerce avec moi. J'ouvre une petite parenthèse assez rapidement avant de la refermer. Il est vrai que pour moi, la question centrale de la réception précise de la prestation n'est toujours pas clarifiée. Parce que le compteur va commencer à tourner à partir du moment où j'estime que la facture est à mettre en paiement. Mais il peut y avoir, dans certains cas, une prestation livrée. Et si on me dit qu'elle n'est pas livrée parce qu'il y a un attachment ou un bon de livraison, un PV de réception qui n'est pas signé, le compteur techniquement ne tourne pas. Mais disons que, pour ne pas faire l'esprit chagrin, le fait que ça règle peut-être 60, 70, 80% du débat. Lorsqu'une grande entreprise est un peu réticente et un peu moins diligente à payer des plus petites entreprises, ça, on ne peut qu'applaudir. Et je pense que ça va dans le bon sens. En revanche, lorsqu'il s'agit de plus petites structures, le débat est beaucoup plus terre-à-terre. Je suis persuadé que les plus petites structures ne sont pas opposées à des paiements. Ce n'est pas une question d'organisation, ce n'est pas une question de structuration, ce n'est pas une question d'effectifs. C'est une question de cash, de trésorerie, d'argent disponible. Lorsque les petites structures ont de l'argent disponible, si on enlève le fantasme, encore une fois, assez communément répandu, d'aller investir dans des terrains ou d'aller faire une comptabilité double pour sortir l'argent d'une entreprise, ça, je pense que c'est plus du ressort du fantasme. Pour moi, 95% du quotidien des petites entreprises, c'est des débats très terre-à-terre, de surcapacité dans beaucoup de secteurs, qui font que les pouvoirs de négociation entre entreprises vis-à-vis des fournisseurs moyens ou gros sont mécaniquement plus faibles, qu'il n'y a pas malheureusement de vraie différenciation par peut-être un brevet, de la recherche-développement, par du personnel dédié, par autre chose que malheureusement des prix ou des délais de paiement. Et donc, pour récapituler un peu le fil conducteur de tout ce que je viens de citer, pour encourager des grosses structures à payer des plus petites structures, je pense que c'est bien. Ce n'est pas parfait, parce que se posera toujours la problématique de la non-réception ou la non-confirmation d'une réception, mais cette loi, intuitivement, ne peut pas aller dans le mauvais sens. Je pense qu'elle va très bien dans le très très bon sens. Mais en revanche, cette loi n'ébauche même pas un début de réponse très basique à destination d'une très grande partie du tissu industriel économique marocain. C'est difficulté de trésorerie au quotidien, difficulté d'accès au marché, très grande concentration de frais fixes.
Parce qu'il faut payer la TVA, il faut payer des salaires, il faut payer beaucoup d'échéances fixes avec des recouvrements fluctuants. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté des entreprises, même s'il y a des brebis galeuses partout. C'est une question de disponibilité du cash, du fric, pour parler trivialement. Et ça, la loi, en présence, ne peut pas y apporter une réponse. Elle peut y apporter une réponse peut-être à travers d'autres leviers, peut-être une instauration d'un minimum de capital social pour les SARL, pour qu'une entreprise soit un peu plus solide lorsqu'elle rentre, une obligation de diplomation minimale, une obligation d'effectif minimal. Mais là, il y aurait aussi des arbitrages politiques à faire, parce que si nous faisons cela, ce sera plus difficile de créer des entreprises. Le taux de chômage dans notre pays est déjà suffisamment élevé, et il faut bien qu'il y ait une parade, une alternative. Donc, très bonne loi, dans un certain sens, mais sur d'autres pans de la problématique, le débat, je pense qu'il est un petit peu hors sujet, parce que le débat, c'est plus un problème de génération de flux. Mais l'entreprise marocaine, si on enlève quelques brebis galeuses, lorsqu'il y a de l'argent, elle ne va pas aller le jouer au casino ou aller acheter des terres pour spéculer sur une éventuelle plus-value. C'est une problématique de disponibilité des fonds. Et lorsque les fonds sont disponibles, à 95% des sociétés marocaines finissent par payer. Abdallah Marakchi, directeur région Sage Maroc Tunisie, par rapport à tout ce qui a pu être dit, j'ai envie aussi de trancher avec vous, parce que si j'ai bien compris, un des propos en tout cas de Hicham El Alaoui, c'est que dans cette loi, dans ce nouveau cadre juridique, il y a toujours une zone grise. Alors c'est entre gris clair et gris foncé sur quand est-ce que le curseur, on met le curseur et quand est-ce que le chronomètre démarre. Très bien. Est-ce que là du coup, déjà avoir votre point de vue là-dessus, et est-ce que quelque part, le digital, la digitalisation, on nous présente ça d'ailleurs, j'ai entendu encore ça au sommet de Davos, c'est un gain de productivité et des gains de compétitivité également. Est-ce que là, en l'occurrence, il y a une solution, un début de solution aussi, avec la digitalisation pour apporter beaucoup plus de transparence sur les opérations clients-fournisseurs? Alors, je vais répondre à la première question. Quand est-ce que le chrono démarre? Je ne suis pas expert comptable, mais pour avoir animé beaucoup de rencontres comme celle-ci, j'ai retenu que le compteur démarre à partir du moment où on réceptionne la facture. Ça, c'est le premier cas. Et dans le deuxième cas qui a été cité, c'est dans le cas où une entreprise reçoit de la marchandise et qu'elle ne reçoit pas la facture, le compteur démarre tout de même à la fin du mois. Je donne un exemple. On est au mois de janvier. J'ai réceptionné de la marchandise. Si je reçois dans le même mois de janvier la facture correspondante à ma réception, eh bien, le compteur va démarrer, le délai qu'on a convenu, il va démarrer à partir de la date de facture. En revanche, si on arrive à la fin du mois de janvier et que je n'ai pas reçu ma facture, le compteur démarre tout de même, même si je n'ai pas reçu la facture. Si on s'est mis d'accord sur 60 jours, le compteur démarrera à la fin de janvier. Donc ça, la loi elle est très claire là-dessus. Je vois Madame Laïla qui hoche, donc j'ai bien retenu, donc c'est bien ça. Et donc, il y a vraiment des verrous. Je pense que cette loi, elle a beaucoup d'aspects très vertueux. Le fait qu'elle est très exhaustive et elle a permis quand même de répondre à beaucoup de défaillances sur les lois précédentes. Tout d'abord, je vais citer le fait que, comme on le voit affiché sur l'écran, il y a à peu près 400 milliards de crédits interentreprises. C'est l'équivalent du crédit interbancaire. On est à peu près sur les mêmes taux. 400 milliards qu'empruntent les banques et c'est 400 milliards de dettes entre les entreprises. C'est très important. Et ce crédit-là, il est détenu par 50% des grandes entreprises. 50%, c'est les grandes entreprises qui le détiennent. Et donc, la loi, quand elle vient avec une logique progressive en disant c'est les entreprises qui font plus de 50 millions au départ qui sont concernés par la loi depuis le 1er juillet, on espère qu'il va y avoir un effet de ruissellement, parce que c'est eux qui vont justement respecter ces délais dans les temps et qui vont faire en sorte que ce sont des clients à des fournisseurs qui sont des PME, qui ne seront concernés par la loi qu'en janvier 2024, donc on est dedans, et qui par la suite donc, vont payer également des clients qui sont des très petites entreprises qui font 2 millions de dirhams en janvier 2025. Donc ça, c'est le premier élément que je trouve vertueux. Le deuxième, c'est que le fait que sur les précédentes lois, on mettait quelque part en opposition le client et le fournisseur.
en opposition de façon cordiale, mais voilà, on a des intérêts divergents. Moi, client, j'ai intérêt à payer le plus tard possible, et moi, fournisseur, j'ai intérêt à me faire payer le plus tôt possible. Là, je pense que la loi, elle vient réconcilier les deux parties dans le sens où tous les deux ont intérêt à payer dans les temps. Et ça, on ne l'a jamais eu auparavant, parce que en tant que client, j'ai intérêt à payer dans les temps pour ne pas m'exposer à des pénalités, et en tant que fournisseur, j'ai intérêt à recouvrir mon argent dans les temps. Et ça, c'est magnifique. Et puis le dernier élément, c'est que elle vient, on va dire, il y avait une faille, c'est qu'un mauvais payeur, il était dans l'impunité totale. Une entreprise qui était mauvais payeur n'était pas forcément pointée du doigt, et le dirigeant de cette entreprise dormait très bien le soir. Là, on a quand même une batterie de sanctions qui vient, qui peut faire très mal aux entreprises, notamment au niveau de la marge. La pénalité, elle est sur la TVA inclus, vous imaginez. Et puis, il y a cette logique de name and shame. Ça veut dire qu'on va avoir donc un observatoire qui va publier les mauvais payeurs. Donc, c'est la double peine. C'est encore d'actualité, mais ça n'a pas été acté, ça. C'est vrai que c'est pas été... C'est encore dans les tuyaux. Bon, ouais. Est-ce que ça va sortir ou pas du tuyau? J'en sais rien d'ailleurs. Mais juste un mot sur le digital. La digitalisation, je crois savoir qu'un peu partout dans les économies, y compris un développement comme la nôtre, opter pour le digital, c'est opter pour la transparence, et que du coup, fin de mois ou pas fin de mois, c'est on acte directement en cliquant, et donc il n'y a plus de soucis. Est-ce que là-dessus, où en est le digital, et est-ce que le digital peut être une vraie solution? C'est sûr, c'est sûr. Le digital, pour moi, je pense que c'est... Enfin, je vais donner une image. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui conduire une voiture où il n'y a pas de tableau de bord? C'est pas possible. On a besoin de connaître la vitesse à laquelle on roule, on a besoin de savoir le niveau du carburant, on a besoin de savoir si le moteur roule avec la bonne température, etc. Et bien, quand vous n'avez pas de solution de gestion, au sein de votre entreprise qui vous permettent de piloter votre facturation, de connaître quels sont les encaissements qui sont prévus dans les semaines, dans les mois à venir, quels sont les engagements que vous avez vis-à-vis de votre fournisseur, vous ne pouvez pas piloter votre trésorerie. Vous ne pouvez pas recouvrir l'argent qui est dehors, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs à temps, et du coup, vous vous exposez à des risques majeurs. Saoussane, Benzi dit, ce qu'on dit très souvent, c'est le meilleur pour la fin. Alors, je ne sais pas si je m'autorise à le dire, mais en tout cas, à vous autoriser à prendre le micro et à vous exprimer sur cette nouvelle loi, tout ce qui a pu être dit, vous, vu sous votre prisme, à vous, et impact aussi, ruissellement. Regardez sur ce qui est affiché là, on a les premières déclarations déclaratives de fin octobre, on a le nombre de déclarations, on a les pénalités et les amendes qui ont été payées par celles et ceux qui n'ont pas respecté, on va dire, la loi, comme elle se doit d'être respectée. Donc peut-être aussi un commentaire là-dessus. Merci de me donner la parole en dernier. Donc, ça m'a permis d'écouter ce qu'ont dit mes amis ici présents. Avant d'enchaîner sur le commentaire des chiffres, j'aimerais quand même apporter quelques clarifications à ce qu'a dit M. Marakchi. Les délais de paiement. Vous avez 3 catégories, comme l'a expliqué Mme Andalousi tout à l'heure. Vous avez un délai de paiement à 60 jours quand le délai n'est pas convenu. Quand vous achetez et que vous n'avez pas convenu un délai de paiement dans votre processus d'achat. Vous avez aussi la possibilité de convenir un délai dans vos marchés, dans vos contrats, dans vos bons de commande, mais ce délai-là ne doit pas dépasser 120 jours. Et vous avez aussi, dans certains secteurs d'activité, où les 180 jours ne peuvent être dépassés. Donc, moi, je voudrais partager avec vous une expérience personnelle, parce qu'effectivement, la loi a été promulguée en 2023. On nous a dit qu'elle va être entrée en vigueur en juillet. Je me suis dit, c'est intéressant. De toutes les manières, bon, je vous précise que je viens du public. Le public est taxé d'être un mauvais payeur. Je me suis dit, bon, je m'en sors pas mal. Je suis à 55 jours de délai de paiement par rapport à mon service fait. Je suis à 29 jours de délai de paiement par rapport à la complétude de mes documents, parce qu'il faut aussi veiller à ce que toute la documentation dans le cadre des marchés publics soit réalisée. Je me dis, je vais bien m'en sortir. Bon, arrive le moment de la déclaration, on découvre la loi, on n'est pas très
on n'est pas très outillé pour y faire face parce que c'est une nouvelle loi qui nous a surpris. Il a fallu qu'on se rattrape parce qu'elle est arrivée en plus au moment des vacances. Et heureusement, c'est au moment où la saison était la plus basse, d'où les chiffres qui figurent dans les 4,3 milliards. Ces 4,3 milliards, ils sont à titre indicatif et ils auront tendance à augmenter dans les trimestres qui arrivent. Donc, on se rend compte que malgré le fait qu'on soit bon en moyenne dans nos délais de paiement, la loi, elle regarde le cas par cas. Dès que vous avez une facture qui dépasse d'une journée le délai convenu, c'est 3% flat. On n'en parle plus. Et vient se rajouter 0,85% par mois de retard. Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut verrouiller son process. Il faut absolument verrouiller son process. On commence par où? On commence par le bout de chaîne. La loi sur les délais de paiement n'est pas une loi de financier. La loi sur les délais de paiement est une loi qui concerne toute l'entreprise, de l'opérationnel jusqu'au financier, en passant par le bureau d'ordre. Le bureau d'ordre est extrêmement important en attendant de digitaliser. Bon, aujourd'hui, les entreprises qui digitalisent ne sont pas extrêmement nombreuses. C'est en cours, mais ce n'est pas le cas. En passant par le bureau d'ordre. Donc, première des choses, vulgariser cette loi en interne. L'expliquer. Faire prendre conscience aux opérationnels des impacts qu'elle peut avoir. Donc, on va communiquer sur cette loi. On va définir les responsabilités de tout un chacun. Première des choses, comment exprimer un besoin quand on est acheteur, comment le rédiger, comment formaliser les modalités de réception et les modalités de paiement, comment traiter l'information quand elle rentre dans l'entreprise. C'est extrêmement important et il ne faut jamais tronquer le process en le limitant aux finances. Les finances, c'est le bout de chaîne. Toute l'entreprise est concernée par ce délai de paiement. Donc, et là, on se rend compte effectivement qu'il y a tout un dispositif à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et l'objectif, c'est 0 pénalité. Et l'objectif aussi, surtout, c'est de ne pas refaire à ces fournisseurs les factures pour être en adéquation par rapport à cet objectif-là. Donc, je voudrais revenir sur les chiffres, s'il vous plaît. Bien sûr. Hop. Donc, je reviens, si on vient sur plutôt le fameux histogramme. J'aime pas les histogrammes, mais bon, celui-là, il me parle. Hop, Hop, on va y arriver. Donc, quand vous voyez, en fait, je suis financière, c'est une des formations professionnelles, j'aime bien critiquer les chiffres. Donc, vous voyez un délai client de 84 jours chez les grandes entreprises. Elles payent leurs fournisseurs à 117 jours. Elles s'en sortent bien. Elles ont 30 jours de BFR qu'elles financent. Vous avez, chez les PME, 100 jours, c'est ça? Oui. 114 jours. Là, ça se passe un peu moins bien. Mais là où le bas blesse, c'est les 159 jours des TPE. Et ces 159 jours, ils sont dans les 117 et 114 jours. Ils sont noyés chez les grandes entreprises et chez les PME. C'est-à-dire aujourd'hui, on devrait, logiquement, je fais le lien avec le dernier slide qui est les 4300, on devrait logiquement trouver, puisqu'on est à un délai de paiement moyen des TPE de 159 jours, on devrait le retrouver dans les pénalités. Si je pars sur le dernier slide, qui est les 4,3 milliards en fait d'encours, et les 130 millions d'amendes payées, je vous ai dit heureusement que la loi est arrivée pendant les vacances et que l'activité n'était pas très, très élevée. Nous avons 375 milliards d'encours fournisseurs, dont 19%
chez les TPE. Ça représente 72, j'ai fait mes calculs, hein, c'est pas des, j'ai fait mon petit calcul. Ça représente 72 milliards de dirhams d'encours, rien que pour les TPE. Ces 72 milliards de dirhams, si on les annualise, on sera aux alentours de 6 milliards de dirhams par mois. Donc, et si on a 159 jours de retard, en fait de délai de paiement, soit on est, au meilleur des cas, à 39 jours de retard en prenant en compte les 120 jours qui sont indiqués, et ça représente quelque chose comme 300 millions de dirhams de pénalité, et non les 130 millions de dirhams. Soit on est sur un délai de paiement moyen de 60 jours fixé par la loi, et là, on est à 3 fois plus de pénalités. Ça veut dire que si les entreprises ne se structurent pas, ne respectent pas la loi, ces chiffres-là, ils auront tendance à tripler, voire quadrupler. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une loi qui est censée protéger des entreprises. Elle est aussi censée nous obliger à nous structurer, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Parce qu'on ne peut pas tuer dans l'œuf à chaque fois un microcosme économique. Chaque année, on voit disparaître des entreprises. Donc, il faut se structurer, il faut respecter la loi, il faut payer ses fournisseurs. Et il faut revoir, je terminerai sur une note un petit peu éthique et philosophique, il faut revoir un petit peu ce rapport acheteur-fournisseur. Il faut rééquilibrer les rapports de force. On le fait par la loi, les rapports de force, ou c'est le marché qui régule? On le fait par la loi, quelque part, en sauvegardant les intérêts des entreprises, mais il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience globale. Ce n'est pas la loi qui va nous permettre de prendre conscience. C'est en fait nos mécanismes de fonctionnement qui vont nous permettre de prendre conscience qu'il faut qu'on change. Et c'est aussi, il faut que l'entreprise aussi puisse, le vendeur, quelle que soit sa taille et quelle que soit sa branche, puisse aussi puisse s'imposer, puisse être en mesure de négocier et puisse être dans le cadre d'un partenariat win-win avec l'acheteur. Donc... Là, l'Andalousie, justement, parce qu'on parlait de PME, alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur ruissellement avec le petit retour d'expérience que nous avons à ce jour entre les grandes entreprises qui étaient concernées, la PME qui est concernée depuis début janvier, le début de l'année, pour les entreprises qui entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on va rentrer dans le dur aujourd'hui et que ce qu'on a vu précédemment, même s'il y a eu un vent de panique lors de la fin octobre, sur la première déclaration déclarative là-dessus, c'est juste une ébauche par rapport à ce qui pourrait se produire dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, avec comme target le mois de mars? Alors, je voudrais d'abord rappeler que, d'après l'histogramme qu'on vient de voir, la PME, c'est la première victime de ces délais de paiement. Et le comportement qui doit être changé, cette nouvelle culture d'éthique, de conformité, moi je pense que c'est plutôt les grandes entreprises qui doivent jouer le jeu. Elles ont déjà des indicateurs, elles ont déjà des pratiques en place. Et on voit que, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour la première fois une information sur le nombre de sociétés, 4300, qui dépasse, c'est une information publique. Bon, c'est une information qui est aujourd'hui délivrée qui par est l'Observatoire cantonnée à des délais de l'administration paiement fiscale, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a 4300 entreprises qui dépassent 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et 50% de ces grandes entreprises participent à hauteur de 50% dans le crédit interbancaire, qui permet aux entreprises de se financer contre eux. Et ça confirme ce rapport de force qui est dû à la taille. Il y a une corrélation inverse entre la taille de l'entreprise et entre les délais de paiement. Donc plus l'entreprise a une dimension,
a une surface, a une capacité de négocier, plus les délais de paiement se font en sa faveur. Donc pour revenir maintenant à justement ces grandes entreprises, elles ont été les premières à entrer dans le champ d'application. Donc c'est les grands donneurs d'ordre qui dépassent les 50 millions de dirhams et qui devaient passer à la déclaration et à la caisse à partir du 1er juillet 2023. Donc cette loi s'est accompagnée par un déploiement progressif pour donner le temps nécessaire aux peut-être entreprises et structures de moindre taille qui n'étaient pas encore organisées pour s'organiser. Donc aujourd'hui, en 2023, toutes les entreprises qui ont réalisé au titre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires au-dessus de 50 millions de dirhams doivent faire cette déclaration trimestrielle jusqu'en 2026, même pendant une période transitoire qui se termine le 31 décembre 2025. Par contre, les entreprises qui sont concernées depuis le 1er janvier, et ce sont celles qui réalisent un chiffre d'affaires entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, elles entrent en lice, mais elles vont être assujetties à la déclaration annuelle en 2024 et en 2025. Donc, elles n'auront pas besoin de faire ces fameuses déclarations trimestrielles. Elles vont attendre jusqu'au plus tard le 1er avril. Elles ont un délai de grâce de 2 ans. Ensuite... Est-ce que c'est pas plus compliqué juste là-dessus, justement, cette PME qui rentre en lice oui, en début d'année, vous dites, elles n'auront pas l'obligation de faire des déclarations trimestrielles. Est-ce qu'il n'y a pas le risque en fin d'année, puisqu'elles seront soumises à une déclaration annuelle, que ce soit un gros carambolage en fin d'année? En fait, moi, je ne vois pas le risque de cette manière. Le fait qu'elles fassent une déclaration annuelle, logiquement, elles devraient s'y préparer bien avant, elles devraient se doter des moyens digitaux nécessaires, s'organiser, mettre en place tous les process pour qu'elles puissent être prêtes en fin d'année. De toute façon, les informations qu'elle va donner à l'administration fiscale, ce sont des informations qui vont être générées par son système d'information si elle est organisée. Par contre, je trouve que le fait de faire une déclaration trimestrielle, aujourd'hui, on va être avec 2 régimes. Avec les entreprises qui font plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires et qui vont continuer à faire cette déclaration trimestrielle, celles qui font moins de 50 millions, entre 10 et 50, qui vont la faire pendant 2 années annuellement, et celles qui ne vont démarrer qu'en 2025, c'est-à-dire les entreprises qui font entre 2, c'est la majorité écrasante des entreprises, qui vont la faire une seule fois annuellement. Donc, on aura un tissu économique qui n'est pas homogène, et avec plusieurs vitesses, c'est ça? À plusieurs vitesses. Et le fait de faire une déclaration trimestrielle, c'est comme dans une entreprise, c'est un système de pilotage. Ça vous permet, quand vous faites des reportings financiers trimestriels, vous avez la possibilité de détecter des erreurs, de renforcer la crédibilité de vos informations, de renforcer la qualité et d'évaluer les risques à chaque fois. Donc ça vous permet de piloter d'une manière beaucoup plus... qui vous mène vers la croissance, qui vous mène vers la prospérité et qui vous permet d'appliquer davantage ces dispositions. Donc, l'idéal aurait été que toutes ces entreprises soient sur la même temporalité. Sur la même temporalité, par exemple. Salmarie, est-ce que c'est un sentiment et un avis que vous partagez aussi? On le voit avec cet agenda sur de la progressivité concernant la mise en application et le respect surtout de cette nouvelle loi 69-21 sur les délais de paiement entre les grandes entreprises. On passe aux PME à partir de janvier, déclaration annuelle, ensuite ça va être plutôt les TPE entre 2 et 10 millions de dirhams à partir de 2025. Donc on voit très bien que qui dit progressivité dit aussi une temporalité différente. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut aussi poser problème, l'évolution en fait de chacun pour honorer ses engagements financiers, mais qu'on ne fonctionne pas à la même vitesse? Écoutez, la progressivité, je la trouve un peu normale. La grande entreprise, généralement, elle est déjà structurée. Donc, quand on lui impose un délai trimestriel aujourd'hui, c'est que quelque part, elle est capable de le tenir, elle est outillée, elle fait plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, donc quelque part, elle a les moyens de le faire. Les entreprises entre 10 et 50 millions de dirhams, on leur a accordé un peu de temps. Donc, on a encore 1 an pour le faire, ça rentre en vigueur cette année et on est sur une déclaration annuelle. C'est peut-être
un peu un moyen d'assouplir un peu le process pour ces entreprises-là, de leur donner le temps de s'y préparer. Peut dire aussi qu'il y a un revers de la médaille, c'est qu'en laissant trop de temps, les gens vont s'y prendre un peu en retard. C'est tout l'objectif un peu de ce séminaire, je dirais, c'est justement de sensibiliser, et sensibiliser tout au long de l'année pour prendre de l'avance, pour s'outiller, pour digitaliser justement, et puis leur donner le temps pour qu'au final, on arrive vers ces déclarations trimestrielles. Donc, quelque part, la progressivité de la mise en place, je la trouve normale, elle est même logique, elle donne du temps. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait le même délai pour tout le monde. On parlait de pilotage. Oui, on ne peut pas piloter uniquement annuellement. On ne peut pas attendre à chaque fois à la fin de l'année pour piloter. Donc, même si on n'a que cette obligation de déclaration annuelle, il faut qu'on s'organise pour qu'on le fasse trimestriellement, ne serait-ce que pour nous, ne serait-ce que pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pour que tous les délais soient réunis et que ça marche pour tout le monde. Sinon, on va toujours avoir, parce que quelque part, on le voit, en fait, la grande, la petite et la moyenne entreprise sont liées parce que chacune est cliente et fournisseur de l'autre. Quand on voit les délais clients qui sont plus élevés chez la petite entreprise et beaucoup moins chez la grande, c'est que quelque part, cette séquentialité fait que c'est le plus petit qui trinque en fin de compte. Donc il faut harmoniser les délais pour tout le monde, il faut harmoniser les délais de déclaration pour tout le monde, laisser du temps pour que les gens s'organisent, c'est tout à fait normal et compréhensible. On n'a pas tous les mêmes moyens. La petite entreprise n'a pas les moyens de la grande, donc on lui donne ce temps qui est nécessaire pour son organisation et pour que tous les délais s'améliorent pour tout le monde. Hicham Metsil, elle a oui là-dessus sur la temporalité un peu différente et on est face à 2-3 années, en tout cas je target 2026 où chacun va y aller vitesse de croisière un peu différente en fonction qu'on soit une grande, une moyenne entreprise ou une très petite entreprise. Est-ce que ça peut poser des problèmes aussi d'articulation? Non, moi je suis un peu moins d'accord avec mes confrères pour une raison simple. L'idée globale pour moi, l'esprit matriciel de la loi est simple. Les grosses entreprises, celles qu'on a vues dans les statistiques, ils pèsent pour 50% à peu près des 400 milliards ou 375 milliards de créances en circulation. Ces mêmes entreprises qui pèsent 50% de ces 400 milliards se font payer quasiment à vue selon les standards marocains. Bon, c'est beaucoup de temps par rapport à des standards occidentaux, 2 mois, mais par rapport aux standards marocains, c'est quasiment à vue. C'est vous dire aussi l'étendue des dégâts des délais de paiement sur le marché marocain. Donc, on se dit, ces entreprises-là, elles ont de l'argent, elles se font payer très correctement, pourquoi elles ne payent pas? Donc, cet esprit originel de la loi, qui est pragmatique, qui est de bon sens, me semble aller en totale adéquation avec le séquencement différé. Parce que l'idée globale, c'est un petit coup dans la termitière, ceux qui génèrent beaucoup d'argent et qui se font payer correctement, ils doivent payer plus vite que les 6 mois, même si en ressenti terrain, pour certaines TPE, si vous leur posez la question, on n'est pas loin de l'année dans certains secteurs d'activité, mais parlons juste de 6 mois par exemple, pour rester sur les chiffres présentés, exposés. On va dire, ce sera un cercle vertueux, on va forcer les gros qui encaissent rapidement à payer plus vite, donc vous aurez moins d'excuses à nous opposer en disant « j'ai pas été payé, je ne peux pas payer ». En ayant recouvré une partie des fonds, vous serez en mesure de payer. Et à partir du moment où on vous aura mis dans des dispositions, nous, décideurs politiques, à recouvrer plus facilement vos créances, là, on pourra être dans une configuration, on va vous demander des comptes. On va vous demander de faire un reporting et de vous acquitter, le cas échéant, de pénalités. Donc, je pense que le séquencement est très pragmatique et très correct. En revanche, là où je suis moins d'accord sur le différentiel de timing, je pense que les petites structures n'ont pas tant que ça une problématique d'organisation. Parce qu'il y a un marché très structuré d'experts comptables, de comptables agréés, et les entreprises de toute taille composent déjà avec des états pas toujours simples. L'état 9421 de la paix, l'état de déclaration de CNSS mensuel, des déclarations de TVA qui ne sont pas les plus simples, les plus intuitives dans notre pays. Donc rajouter un reporting mensuel, trimestriel, annuel, c'est pas tant le nerf de la guerre. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'on pousse les principales entreprises, celles qui génèrent beaucoup d'argent, à payer les entreprises plus petites, que ces entreprises-là aient moins d'excuses
pour, une fois qu'on leur demande des comptes, qu'elles soient en mesure de payer. Mais juste peut-être un point, une déformation professionnelle en tant qu'assureur crédit. À aujourd'hui, on est en train de vivre, là, je m'adresse à certains de mes collègues que je vois dans la salle, vous savez, la fable de La Fontaine, Pierre et le loup, c'est notre quotidien. On appelle au loup tous les jours parce que le business model de l'assurance crédit fonctionne notamment par de la prévention du risque et une capacité à capter des signaux. On a des signaux, des reportings qui sortent quotidiennement en disant telle entreprise a un retard de paiement, telle entreprise a un retard anormal de paiement, telle entreprise paye 30 jours plus tard que d'habitude. Lorsqu'on regarde ce reporting, il y a tout et n'importe quoi dedans. Parce qu'il y a certaines structures très solvables, mais qui ne s'acquittent pas de ce qu'elles doivent payer dans des délais raisonnables. Et donc, dans cette configuration, faire de la prévention du risque de manière un peu plus structurée, en disant j'ai un tableau de bord, je connais les entreprises qui ont un pic négatif de solvabilité, ce n'est pas possible. Parce que on a des incidents similaires à la fin de Pierre et le loup tous les jours, et lorsqu'il y a des incidents avérés ou des risques finaux, en revenant aux statistiques, on se dit ben oui, mais il y avait une alerte de paiement préalable. Mais le problème, c'est qu'il y a des alertes de paiement sur beaucoup trop d'entreprises. Au moins, peut-être l'effet positif de cette loi, c'est qu'on aura des alertes de paiement résiduelles qui reflètent un peu plus la réalité de la solvabilité des entreprises. On va élaguer, on va dépoussiérer les faux incidents de paiement qui devraient nous permettre d'éviter les alertes à la bombe qui sont des alertes abusives pour nous concentrer sur les sujets qui pèsent pour que nous-mêmes, en tant qu'assureurs crédit, on puisse prendre le relais, savoir où pouvoir prendre un peu plus de risques, où pouvoir prendre un peu moins de risques. Disons que c'est un cercle vertueux de structuration du marché. Le débat pour moi n'est pas tant sur le mode de déclaration, sur la périodicité, il est beaucoup plus sur un séquencement. Les gros doivent le mettre les cœurs à l'ouvrage pour initier la dynamique positive, mais j'en reviens sur mon débat de quid du compteur. Je comprends ce qu'a dit Sim Rakchi à partir d'autres leviers alternatifs qui permettent de mettre en branle le compteur, mais toujours est-il que dans les faits, lorsque vous parlez à des TPE, ils vous disent « moi, pour moi, la prestation est livrée, on m'oppose des vices de forme sur lesquels je ne suis pas d'accord et qui, de toute manière, seraient mineurs par rapport à la facture globale, mais techniquement, vis-à-vis de l'administration fiscale, par exemple, ce n'est pas une facture réceptionnée et donc, il n'y a pas de retard de paiement. Alors que moi, j'ai engagé des frais, j'ai payé des gens, j'ai parfois fait appel à des sous-traitants, des coûts consommés, il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui sont de la trésorerie nette pour moi, que j'ai immobilisée, j'ai toujours pas mon argent. Donc il y a aussi cette problématique pour moi qui n'est pas mineure, de le compteur tourne à partir de quand. Et c'est tout sauf anecdotique pour moi. Oui, peut-être je voudrais juste réagir très rapidement. Concernant les petites entreprises, elles ne sont pas concernées. Celles qui font 2 millions de dirhams du chiffre d'affaires, elles ne sont pas du tout concernées, donc on n'en parle pas. Par contre, tout à l'heure, quand je parlais de déclaration annuelle, ce n'est qu'en 2026 que les entreprises qui font entre 10 et 50 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, d'après mon expérience et mon activité, ce sont des entreprises qui devraient saisir cette opportunité pour s'organiser, pour grandir, pour renforcer leur process. Et il est important qu'elles s'y mettent dès maintenant et qu'elles investissent dans les moyens digitaux et dans tout ce qui peut leur permettre de renforcer leur méthode de gestion. Abdel Marachi, réaction à ce qui a pu être dit. J'ai toujours un chronomètre en face, moi aussi. Il y a le chronomètre de compteur des paiements, j'ai un chronomètre moi qui fige la durée, le timing de ce panel. Mais par rapport à ce que disait peut-être Hicham El Alaoui, on disait voilà, moi je pense pas que ce soit une bureaucratie supplémentaire pour la PME demain, enfin en tout cas qui est soumise dès cette année, déclaration annuelle là-dessus. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Impact sur les organisations. Est-ce que la PME chez nous, on sait que au-delà du fait que malheureusement elle est très souvent et trop souvent sous-capitalisée, et aussi elle n'est pas forcément à jour en matière de digitalisation. Est-ce que là-dessus il peut y avoir des soucis en cette année 2024, en tout cas pour la PME, lorsqu'elle devra faire cette déclaration annuelle? Je pense que là, il faut poser le curseur au bon endroit pour qu'on puisse adresser la vraie problématique. Je pense que la PME, la TPE,
on peut dire ce qu'on veut en termes d'organisation, en termes d'équipement SI, on peut, voilà, en termes de ressources humaines de façon générale, mais elle a une vraie qualité, c'est qu'elle est très agile. On a une vraie agilité des PME et ils sont capables de répondre à des contraintes de déclaration de façon très habile. Ce n'est pas la première déclaration qu'on demande aux entreprises. On parle déjà de l'IS, de l'IR, de la TVA. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont devenues très basiques et qu'on fait pratiquement régulièrement. Maintenant, le risque, c'est qu'on restreint cette loi à la déclaration. Et c'est malheureusement le piège que, à travers toutes les rencontres qu'on a faites. Tout à l'heure, Mme Sausen nous a interpellés sur un élément à juste titre. Souvent dans la salle, quand je posais la question qui dans la salle vient d'un autre métier que la finance, il y avait très peu de mains qui étaient levées. Ça veut dire que la compréhension que les entreprises ont pour le moment par rapport à cette loi, c'est qu'il y a une télédéclaration à faire, trimestrielle, annuelle, et ça c'est l'affaire des financiers. Alors que c'est absolument pas le cas. La télédéclaration, ça vient vraiment en bout de chaîne, d'accord ? Donc c'est vraiment l'output. Et si on veut que l'output soit correct, soit fiable et soit surtout qu'il n'y ait pas de pénalité à payer, il faut adresser toute la chaîne de valeur en amont, partant par les achats, la facturation, la comptabilisation, la gestion de la trésorerie, le recouvrement. Et finalement, c'est tous les métiers de l'entreprise. Pour que cette transformation soit réussie, il faut qu'elle soit inclusive. Il faut qu'elle soit portée par l'ensemble. Et le meilleur moyen, justement, d'inclure tout le monde, c'est le digital. Parce que ça va nous permettre de collaborer, de partager les informations, les tableaux de bord, de façon à avoir le même référentiel. Et je vais m'arrêter là parce que je vois le compteur tourner et Mme Sausen a encore des choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire. Elle va intervenir. Allez-y, Sausen Benzita, parce que vous disiez, moi je viens du public, j'ai vécu ça, retour d'expérience par rapport au public. Par rapport à ce que disait Abla Marakchi aussi, c'est vous qui l'avez soulevé en premier d'ailleurs, même si vous avez pris la parole en dernier, sur le fait que ça concerne tout le monde en fait, y compris vous avez insisté sur le bureau d'ordre, qui est peut-être le premier contact aussi, qui traite du papier et de la facture et de la facturation. Mais là-dessus, on a vu les entreprises, parce que en préparant cette conférence organisée par Sage, qui ont mis en place une organisation aussi où ils disent voilà, pour responsabiliser, c'est que tout dirham en fait qui pourrait être sujet à une amende dans le défaut de paiement en tout cas, ça peut être aussi une sanction qui peut être prise vis-à-vis du collaborateur, en tout cas des collaborateurs qui sont directement concernés. Donc on voit que chacun aujourd'hui essaie de mettre en place un écosystème. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Pour vraiment faire marcher cette loi et pour qu'elle ait un impact intéressant au niveau de l'entreprise, il faut qu'il y ait une traçabilité. Il faut qu'il y ait absolument une traçabilité dans les process de telle sorte à voir où est-ce que le bas blesse, où est-ce qu'il y a un problème. Parce qu'il ne suffit pas de calculer un délai global et dire oui, il y a un problème. Il faut dire où est-ce qu'on a ce problème-là. Donc le premier acte de gestion qu'il faudra mettre en place, c'est de mettre une traçabilité. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la réception ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la comptabilisation ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'opérationnel qui a mal identifié son besoin et donc l'acheteur qui a mal acheté, etc., etc. La réception aussi. Donc il y a un vrai travail de traçabilité qui pourra permettre à l'entreprise d'être plus efficiente. Parce que c'est une question d'efficience en fin de compte. Je voudrais juste dire un petit truc sur les TPE. Les TPE n'auront pas de problème. Je vais le dire en arabe. Il n'y a pas mieux que la toute petite entreprise pour savoir je suis un DevJiba. Donc, c'est là où il y a vraiment un effort à fournir, c'est au niveau de la PME. C'est la PME qui atteint une structure, une taille assez importante pour être un peu dépassée par les événements. Donc, c'est là où il y a un effort de formation, un effort d'accompagnement et un effort de structuration et un effort de système d'information à mettre en place pour pouvoir accompagner cette loi. Et ne pas être soumis à des amendes. Dernier mot peut-être l'Andalousie. Je rappelle que vous êtes expert comptable, vous êtes la seule expert comptable ici, il y en a certainement dans la salle. Est-ce que depuis... de formation expert comptable, mais c'est là, oui. Est-ce qu'il y a un repositionnement, je posais la question tout à l'heure à Semraïs sur le secteur bancaire et la banque, depuis cette nouvelle loi, ce nouveau cadre juridique, est-ce que l'expert comptable aujourd'hui est perçu différemment ? Est-ce qu'il y a un repositionnement ? Est-ce que l'entreprise aujourd'hui vous voit et vous perçoit
différemment aujourd'hui? Bon, d'abord, il y a l'intervention de l'expert comptable et du commissaire aux comptes au niveau de cette déclaration qui préalablement, il y avait déjà dans l'ancienne loi un renforcement de la transparence puisque le commissaire aux comptes, depuis 2013, devait, dans son rapport, certifier l'exactitude de l'information sur les délais de paiement qui était dans le rapport de gestion que devaient préparer toutes les sociétés certifiées. Mais ça ne concernait que les sociétés qui étaient certifiées et ça excluait des pans des entreprises marocaines. Donc aujourd'hui, toute entreprise qui fait des déclarations de paiement doit d'abord soumettre cette déclaration à l'expert comptable si son chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de dirhams ou au comptable agréé ou à son commissaire aux comptes en cas de dépassement de ce seuil pour faire un certain nombre de diligences, de vérifications, etc. L'expert comptable est également concerné dans la mesure où c'est celui qui construit aussi, qui conseille ce système d'information dont a parlé tout à l'heure Saoussen et qui est essentiel pour pouvoir générer l'information qui va être déclarée et pour pouvoir renforcer les procédures, les process et formaliser donc, les responsabilités. Il y a deux choses qui sont essentielles. D'abord, il y a lieu, l'expert comptable accompagne l'entreprise dans la mise en place d'une organisation qui soit transparente avec des procédures concernant la gestion des achats, des approvisionnements, la gestion depuis l'établissement d'un contrat, la conclusion des différentes clauses, les bons de commande jusqu'à la réception et l'identification de toutes les parties prenantes et la formalisation de tous les documents pour qu'il y ait une traçabilité au sein de l'entreprise. Et également, il accompagne dans d'autres process qui sont extrêmement importants, qui sont la facturation, parce que pour pouvoir faire face à ses clients, il faut aussi réduire les délais de règlement fournisseurs, réduire les délais de règlement des clients. Et donc, il est important d'avoir une gestion des procédures clients, il faut une sélection, une évaluation des risques, avoir des critères, mettre en place tout ça, des critères d'acceptation des clients. Et tout ça, ça va permettre à l'entreprise moyenne, même petite, de pouvoir s'armer davantage et de peut-être réévaluer les pratiques en place pour pouvoir les renforcer et les améliorer. Dans cette perspective. Et se concentrer peut-être un peu plus sur son cœur de métier, c'est ce qu'on dit souvent, quand on a moins de tracasseries administratives et financières. Absolument. Donc l'expert comptable est là pour pouvoir accompagner et assurer ce genre de prestations. Vous avez vu que le banquier est là aussi pour ça, Sage est là également pour ça au niveau des solutions innovantes et la digitalisation là-dessus, on est dans le temps additionnel. Je ne veux pas dire c'est parce qu'on est en pleine canne, mais on a dépassé le temps de 3 minutes 52. Je sais qu'il y a plein de choses encore, des ateliers, ce qu'a présenté précédemment Abdallah Marakchi. Donc, juste le temps et d'avoir quelques secondes pour vous remercier vivement les unes et les autres. Leïla Andalousi, experte comptable, Abdallah Marakchi, Saïm Raïs, Saoussen Benzidia et Hicham El Alaoui qui méritent, je pense, vos applaudissements parce que créer autant de contenu à fort valeur ajoutée sur une thématique qui est à la fois d'actualité et à la fois qui est un peu compliqué pour le commun des mortels, même des fois, même quand on est, pas que pour les néophytes, même quand on est averti, faire le tour et les contours du sujet, ce n'était pas évident. Donc, saluer également l'initiative de Stage Maroc d'avoir organisé cette table ronde et cet événement qui va se poursuivre. Je laisse la parole à Abdallah Marakchi. Une fois de plus, merci beaucoup à vous. Merci. Merci Sirachid, merci à tous les panélistes, merci à vous pour votre attention. Ce que vous voyez affiché à l'écran, donc c'est le QR code qui va vous permettre de participer à la tombola. Sur vos badges, vous avez le même QR code que vous pouvez scanner, qui va vous permettre de renseigner un formulaire pour nous remonter votre feedback par rapport à l'événement et participer à la tombola. Et on fait par là aussi.
Merci, merci. On enchaîne avec les 4 ateliers. Donc, pour les personnes qui se sont inscrites à l'atelier délai de paiement, ne quittez pas la salle. Donc, ça se passe ici. On va enchaîner dans un petit moment. Pour l'atelier RH, donc vous avez une pastille verte sur votre badge. Ça se passe dans l'atelier qui était plutôt côté restaurant de Hayat. Vous allez retrouver des hôtesses d'accueil ainsi que les équipes Sage qui vont pouvoir vous aiguiller. Et puis à l'atelier CMJ, donc c'est la salle à côté. Cette salle, on l'avait équipée pour qu'on puisse avoir une retransmission de ce qui se passe ici de l'autre côté pour les gens qui sont arrivés peut-être en retard. Mais là, elle va accueillir un nouvel atelier, l'atelier CMJ. Et le dernier atelier qui concerne les banques de la place. Donc ça se passe dans la salle de réunion qui est à côté du restaurant. Et donc là aussi, on va pouvoir vous aiguiller. Mesdames et messieurs, merci.